À minuit moins le quart, à la fin de cet interminable dimanche d'octobre, le shérif Alan Pangborn quitta le sous-sol du pavillon d'état de l'hôpital Kennebec Valley. Il marchait lentement, la tête basse. Les protège-chaussures à élastique chuintaient sur le lino. Sur la porte qui venait de se refermer, on pouvait lire « Morgue, entrée interdite sauf aux membres du personnel ». À l'autre bout du couloir, un employé en salopette grise faisait décrire de grands arcs paresseux à une cireuse. Alan se dirigea vers lui, tout en se débarrassant du calot réglementaire qu'il glissa dans une poche de son jean, sous sa casaque. Il trouvait soporifique le ronronnement paisible de la cireuse. L'hôpital d'Augusta était bien le dernier endroit au monde où il avait envie de traîner. L'homme leva la tête et coupa le moteur de l'appareil. « Vous n'avez pas trop l'air dans votre assiette ?» dit-il en guise de salut. « M'étonne pas. Vous n'auriez pas une cigarette ?» L'employé sortit un paquet de Lucky Strike, qu'il secoua pour en faire dépasser une. « Vous ne pouvez pas fumer ici !» De la tête, il indiqua la porte de la morgue. « Le toubib piquerait sa crise !» Alan acquiesça. « Où alors ?» L'homme le pilota jusque dans un couloir transversal et lui indiqua une porte. « Elle donne dans l'allée qui longe le bâtiment. Gardez-la ouverte avec quelque chose, sans quoi il faudra faire le tour pour rentrer. Vous avez des allumettes ?»« J'ai un briquet, » répondit Alan en s'éloignant. « Merci pour la sèche. »« Il paraît qu'il y en a eu 2 ce soir, » lança l'homme dans son dos. « C'est exact. » Alan avait répondu sans se retourner. « Vraiment dégueulasse les autopsies, hein ?»« Ouais. » Le ronronnement paisible reprit derrière lui. « Dégueulasse, ça oui. » L'autopsie de Nettie Cobb et celle de Wilma Jerzik étaient les 23e et 24e de sa carrière. Toutes avaient été dégueulasses, mais aucune autant que ces 2-là. La porte comportait une barre de sécurité. Alan chercha des yeux un objet pour la bloquer, sans en trouver. Il retira sa casaque, la roula en boule et ouvrit la porte. L'air de la nuit était froid, mais merveilleusement rafraîchissant après les odeurs rances de formol qui régnaient dans la morgue et la salle d'autopsie. Il sortit, coinça la porte avec la casaque et l'oublia. Appuyé contre le mur en parpaing à côté du pinceau de lumière qui filtrait par la porte entr'ouverte, il alluma sa cigarette. La première bouffée lui tourna la tête. Cela faisait à peu près 2 années qu'il essayait d'arrêter. Il y parvenait presque, mais il se produisait toujours quelque chose. Telle était la malédédiction du travail du policier. Il se produisait toujours quelque chose. Il leva les yeux vers les étoiles, spectacle qui avait d'ordinaire le don de le calmer. Mais il ne pouvait pas en voir beaucoup, à cause des puissants lampadaires qui éclairaient le périmètre de l'hôpital. Il distinguait seulement la Grande Ourse, Orion, et un vague point rougeâtre qui pouvait être Mars. Mars, c'est ça, aucun doute. Les seigneurs de la guerre de Mars sont atterris à Castle Rock, vers midi. Et les premières personnes qu'ils ont rencontrées ont été Nettie et cette salope de Jerzik. Ils les ont mordus et leur ont filé la rage. C'est la seule explication possible. Il joua avec l'idée d'aller dire à Henry Ryan, le médecin légiste en chef de l'état du Maine, « C'est un cas d'intervention extraterrestre, Toubib. Affaire classée. » Peu de chance de le faire rire. Lui aussi avait eu une soirée interminable. Alan tira longuement sur sa cigarette. Tournie ou pas, elle avait un goût fabuleux, et il comprenait très bien pourquoi fumer était interdit dans tous les hôpitaux américains. Jean Calvin avait eu foutrement raison. Impossible qu'un truc qui vous fait cet effet puisse être bon pour vous. En attendant, filons un bon coup. L'herbe à Nico, c'est super. Qu'est-ce que ce serait chouette de prendre une cuite. Mais voilà, le moment serait sans doute très mal choisi. Encore l'une des règles immuables de la vie. On ne peut jamais se permettre de prendre une cuite au moment où on en a précisément le plus besoin. Alan se demanda un instant si ce n'étaient pas les alcooliques qui, au fond, avaient raison dans le choix de leurs priorités. Le pinceau de lumière s'élargit à ses pieds. Norris Ridgwick vint s'appuyer contre le mur à côté d'Alan. L'adjoint portait toujours son calot vert, mais posé de travers, les attaches défaites. Son teint s'accordait à la couleur de sa casaque. « Putain, Alan. » C'était tes premières ? Non, j'ai déjà vu une autopsie. C'était à North Windham. Autopsie par émanation toxique. Mais celle-là, putain... Ouais, putain, dit Alan en exhalant la fumée. T'aurais pas une cigarette ? Non, désolé, j'ai piqué celle-ci à l'employé. Il regarda son adjoint d'un air un peu intrigué. Je ne savais pas que tu fumais, Norris. Moi non plus. Faut un commencement à tout. Alan eut un petit rire. Bon Dieu, qu'est-ce qui me tarde d'être à demain pour aller à la pêche ?
À moins que les congés soient suspendus tant qu'on n'aura pas éclairci ce merdier. Alan réfléchit, puis secoua la tête. Non, pas besoin de faire appel au seigneur de la guerre de Mars. L'affaire, en réalité, paraissait toute simple. En un sens, c'était ce qui la rendait tellement horrible. Il ne voyait aucune raison d'annuler le congé de Norris. Super! S'exclama Norris qui ajouta « Mais je viendrai si tu veux, Alan. Pas de problème. Je ne devrais pas avoir besoin de toi. John et Clut sont déjà sur l'affaire. Clut a accompagné les types de la police judiciaire chez Pete Jerzik, et John ceux qui se sont occupés de Nettie. Ils se sont vus. L'affaire est parfaitement claire. Moche, mais claire. Incontestablement. N'empêche, il était troublé. Et à un niveau plus profond, vraiment très troublé. En fait, demanda Norris, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'accord, cette garce de Jerzik cherchait ça depuis longtemps. Mais on pouvait se dire que le jour où elle trouverait à qui parler, l'affaire se terminerait avec un œil au beurre noir ou un bras cassé. Mais ça, jamais de la vie. Est-ce qu'on peut se contenter de dire qu'elle est tombée sur un os? Je crois qu'on n'est pas loin du compte, observa Alan. La dernière personne à laquelle Wilma aurait dû chercher Noise était bien Nettie. Chercher Noise? Polly a donné un chiot à Nettie, au printemps. Au début, il a aboyé un peu. Wilma l'a pas mal emmerdé avec ça. Ah bon? Pourtant, elle n'a pas déposé plainte. Si, mais une fois seulement. J'ai mis la plainte dans un tiroir. Polly me l'avait demandé. Elle se sentait en partie responsable puisque c'est elle qui lui avait donné le chien. Nettie a dit qu'elle le laisserait le plus possible à l'intérieur, et pour moi l'affaire était classée. Le chien a bien arrêté d'aboyer, mais apparemment Wilma a continué d'emmerder Nettie. D'après Polly, elle changeait de trottoir quand elle voyait Wilma, même si la polonaise était à 2 rues de là. À part lui jeter un sort, Nettie a tout fait pour s'en débarrasser. Mais la semaine dernière, elle a franchi le pas. Elle est allée chez les Jerzik, pendant qu'ils étaient au travail. Elle a vu les draps qui séchaient, et les a couverts de boue. Norris poussa un sifflement. Et cette plainte aussi, on l'a mise dans un tiroir? Alan secoua la tête. À partir de ce jour-là, tout s'est passé entre ces dames. Et Pete dans cette histoire? Tu le connais, non? Eh bien... Norris s'interrompit, réfléchit. À Pete, puis à Wilma, aux deux ensemble. Acquiesça lentement. Il avait trop peur de se faire bouffer la rate par elle s'il essayait de jouer les arbitres. Alors il ne s'en mêlait pas. C'est bien ça. Plus ou moins. En fait, il a peut-être calmé le jeu au moins pendant un certain temps. D'après Clut, Pete aurait déclaré au gars de la police judiciaire que Wilma avait voulu foncer chez Nettie lorsqu'elle avait découvert ses draps maculés, bien prête à lui faire sa fête. Elle aurait appelé Nettie au téléphone et lui aurait dit qu'elle allait lui arracher la tête et lui chier dessus. Norris acquiesça. Entre les deux autopsies, il avait appelé le central de Castle Rock et demandé la liste des plaintes et informations ouvertes concernant les deux femmes. Celle de Nettie était réduite au minimum, une affaire. Elle avait tué son mari, point final. Pas d'algarade auparavant, aucune depuis, y compris ces derniers temps. Dans le cas de Wilma, il en allait tout autrement. Elle n'avait jamais tué personne, mais la liste des plaintes, celles qu'elle avait déposées, mais aussi celles déposées contre elle, n'en finissait pas, et remontait jusqu'à l'époque où elle était allée au lycée de Castle Rock. Elle avait donné un coup de poing à une surveillante pour 3 heures de colle. À 2 reprises, des femmes qui avaient eu l'imprudence ou la malchance de se mettre en travers de sa route, inquiètes, avaient demandé la protection de la police. Wilma avait aussi fait l'objet de 3 plaintes pour agression, plaintes qui avaient été en fin de compte retirées. Mais il n'y avait pas besoin de sortir des grandes écoles pour comprendre que personne de sensé n'aurait été volontairement se frotter à Wilma Jerzik. Elles étaient ce qu'il y avait de pire l'une pour l'autre, murmura Alan. L'eau et le feu. Pete aurait réussi à convaincre Wilma de ne pas y aller la première fois. Il est plus malin que ça. Il a dit à Clut qu'il lui avait filé 2 Xanax dans une tasse de thé, ce qui lui avait fait baisser la pression. En fait, Jerzik a dit qu'il pensait la faire classer. Tu le crois, Alan? Ouais, autant que je peux croire quelqu'un à qui je n'ai pas parlé moi-même. Ce truc qu'il a mis dans son thé, c'était quoi? De la drogue? Un tranquillisant. Jerzik a raconté à la PJ qu'il avait déjà employé ce stratagème 2 ou 3 fois, quand elle commençait à s'énerver un peu trop, et que ça avait très bien marché. Il croyait que le coup des Xanax avait encore réussi. Mais il se trompait. Pas si sûr. Ça lui avait fait de l'effet au début. En tout cas, Wilma n'est pas allée se jeter sur Nettie pour lui trouer la peau. Mais je suis bien tranquille qu'elle a dû continuer à la harceler. Elle a procédé de cette manière lorsqu'elles se sont bagarrées à cause du chien. Elle a dû donner des coups de téléphone, passer sous ses fenêtres en voiture, ce genre de truc. Nettie n'avait pas la couenne bien épaisse. Ça devait la mettre dans tous ses états.
John Lapointe est allé voir Polly vers 19h avec son équipe de la PJ. Elle leur a déclaré qu'elle était convaincue que quelque chose tracassait Nettie. Nettie était allée la voir le matin même et avait laissé échapper quelque chose. Sur le coup, Polly n'a pas compris. Il soupira. Elle doit bougrement regretter de n'avoir pas mieux fait attention. Comment Polly prend-elle l'affaire, Alan? Assez bien, je crois. Il lui avait parlé 2 fois. La première depuis une maison à proximité du lieu du crime, la seconde depuis l'hôpital en arrivant. Elle lui avait répondu d'une voix calme et posée, mais il avait senti que les larmes et le désespoir n'étaient pas très loin, sous cette apparence soigneusement maintenue. Il ne fut pas complètement surpris de constater, lors de son premier appel, qu'elle était déjà au courant de l'essentiel. Les nouvelles, et en particulier les mauvaises nouvelles, ont le don de circuler très vite dans les petites villes. Mais qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Alan regarda Norris surpris, et comprit soudain que son adjoint l'ignorait encore. Lui avait eu droit au rapport plus ou moins circonstancié de John entre les 2 autopsies, pendant que Norris, d'une autre cabine, appelait Sheila pour avoir la liste des plaintes concernant les 2 femmes. L'une d'elles a décidé de passer à la vitesse supérieure. À mon avis, c'est sans doute Wilma, mais les détails restent encore flous. Elle s'est apparemment rendue chez Nettie pendant que celle-ci était chez Polly, le matin. Nettie avait sans doute laissé la porte ouverte, ou elle l'avait mal fermée, et le vent a fait le reste. Il soufflait fort aujourd'hui. Ouais. Il s'agissait peut-être simplement de faire un passage sous les fenêtres de Nettie, pour maintenir la pression. Mais la Jersique a dû voir la porte ouverte, et ça lui a donné des idées. Ça ne s'est peut-être pas du tout passé ainsi, mais c'est l'impression que ça me fait. Il se rendit compte que c'était faux avant même d'avoir fini sa phrase. Non, ce n'était pas son impression, et là était le problème. C'était celle qu'il aurait dû ressentir, celle qu'il aurait voulu ressentir. Mais il n'y parvenait pas. Ce qui le rendait fou était que rien ne justifiait cette impression que ça clochait quelque part, rien de palpable en tout cas. Nettie pouvait-elle avoir oublié de verrouiller sa porte si la Jersique l'avait rendue aussi parano qu'elle en avait l'air? Mais ça ne suffisait pas pour révoquer son hypothèse en doute, car Nettie avait tout de même une case en moins, et il était bien difficile de dire dans ces conditions ce qu'une telle personne pouvait faire ou non. Néanmoins... Et qu'est-ce qu'elle a fait, Wilma? Foutu le bordel? Elle a tué le chien de Nettie. Quoi? T'as bien entendu. Bordel! Quelle salope! Oh, ne me dis pas que c'est une grande surprise, hein. D'accord, mais tout de même. Et voilà, même Norris Ridgwick, le type qui, après tant d'années, rédigeait des rapports sans queue ni tête... D'accord, mais tout de même. Elle a fait ça avec un couteau suisse, en se servant du tire-bouchon sur lequel elle avait enfilé un bout de papier, disant qu'elle rendait à Nettie la monnaie de sa pièce pour les draps pleins de boue. Alors Nettie est allée chez Wilma avec des cailloux, autour desquels elle a mis ses propres bouts de papier, en les retenant avec un élastique. Elle disait dessus que c'était son dernier avertissement ou quelque chose comme ça. Elle les a balancés dans toutes les fenêtres du rez-de-chaussée. Bonté divine! Balbutia Norris, non sans une pointe d'admiration dans la voix. Les Jersiques étaient à la messe de 11h. Ensuite, ils ont déjeuné chez les Pulaski. Pete est resté chez eux pour regarder les Patriots et cette fois-ci, il n'était pas là pour faire baisser la pression. Se sont-elles rencontrées accidentellement au coin de la rue? Je ne crois pas. À mon avis, Wilma est arrivée chez elle, a vu les dégâts et est allée la provoquer. Tu veux dire, comme dans un duel? C'est bien ce que je veux dire. Norris siffla, puis garda le silence un moment, mains serrées dans le dos, les yeux perdus dans l'obscurité. Au fait, Alan, pourquoi devons-nous assister à ces putains d'autopsies? Demanda-t-il enfin. C'est le règlement. Mais il y avait autre chose, au moins pour Alan. Si certains aspects d'une affaire vous mettaient dans l'embarras, ou créaient une confusion comme c'était aujourd'hui le cas, on avait une chance de voir quelque chose qui vous remettait l'esprit en route, un truc auquel on se raccrochait. Eh bien, le comté devrait bien engager un officier du règlement, grommela Norris, ce qui fit rire Alan. Mais en lui-même, il ne riait pas, et pas seulement parce que cette histoire n'allait pas manquer de beaucoup affecter Polly au cours des semaines à venir. Dans cette affaire, quelque chose clochait. Tout avait l'air de se tenir vu de l'extérieur. Mais si on grattait un peu, si on atteignait les couches profondes où vit l'instinct, et où souvent il se cache, les seigneurs de la guerre de Mars paraissaient une explication plus logique, au moins aux yeux d'Alan. Allons, voyons. Tu viens toi-même d'expliquer tout ça à Norris de A à Z, le temps de fumer une cigarette. Oui, d'accord. Ce qui ne faisait qu'augmenter la confusion. Est-ce que 2 femmes, même si l'une est un peu cinglée et l'autre plus mauvaise qu'une teigne, peuvent en arriver à se massacrer au coin de la rue comme 2 toxicos qui se battent pour un sachet de coke? Tout ça pour des motifs aussi ridicules. Alan l'ignorait. Et comme il l'ignorait,
Il jeta le mégot au loin et entreprit de tout reprendre à zéro. Pour Alan, tout avait commencé par un appel d'Andy Clutterbuck. Il venait de couper la retransmission du match des Patriots contre les Jets. Les Patriots perdaient déjà, et enfilait son manteau lorsque le téléphone sonna. Il avait eu l'intention de se rendre jusqu'au bazar des rêves, pour voir si M. Gaunt n'y serait pas par hasard. Avec un peu de chance, il y retrouverait même Polly. L'appel de Clut avait tout chamboulé. Eddie Warburton venait de décrocher le téléphone, lui raconta Clut, au moment où lui-même revenait de déjeuner. Il y avait du tapage dans la partie plantée d'arbres de la ville. Une bagarre de femmes ou quelque chose comme ça. Ce serait peut-être une bonne idée d'appeler le shérif, avait suggéré Eddie. Mais nom de Dieu, de quoi se mêle-t-il celui-là? Ce n'est pas son boulot de répondre au téléphone que je sache, dit Alan d'un ton irrité. Il a dû penser que comme il n'y avait personne au central, il connaît parfaitement la procédure. Lorsqu'il n'y a personne au central, on laisse la machine retranscrire les appels. Je ne sais pas pourquoi il a répondu, objecta Clut avec une impatience mal dissimulée. Mais on pourra voir ça plus tard, parce qu'il y a eu un deuxième appel pendant que je parlais avec Eddie. Une vieille dame. Je n'ai pas compris son nom, elle était trop énervée ou elle n'a pas voulu le dire, bref. Elle a raconté qu'il y avait une sérieuse bagarre au coin des rues Ford et Willow. 2 femmes, armées de couteaux. La vieille disait qu'elle s'y trouvait encore. La bagarre continue? Non, elles sont par terre toutes les deux, c'est terminé. D'accord. Le cerveau d'Alan se mit à tourner à plein régime, comme un train qui prend de la vitesse. Tu as consigné l'appel, Clut? Tu parles! Bien. C'est Seaton qui est de service, non? Envoie-le là-bas tout de suite. C'est déjà fait. Bien, bien vu. Appelle la police d'État. Tu veux les enquêteurs de la criminelle? Non, pas encore. Contentons-nous de les mettre au courant pour le moment. Je te retrouve là-bas, Clut. Lorsqu'il arriva sur les lieux et put mesurer l'étendue du massacre, Alan alerta la police d'État, à Oxford, demandant l'envoi immédiat d'une commission d'enquête. 2 même, si c'était possible. Clut et Seaton Thomas, les bras écartés, se tenaient devant les 2 cadavres, disant aux gens de retourner chez eux. Norris arriva, jeta un coup d'œil et alla sortir du coffre un rouleau de bandes rayées jaune et rouge, marqué « Lieu du crime, passage interdit ». Une épaisse couche de poussière recouvrait le rouleau, et Norris dit plus tard à Alan qu'il avait l'air tellement vieux qu'il s'était demandé s'il allait coller. Il avait tenu. Norris l'enroula autour du tronc des chênes, dégageant un large périmètre autour des 2 corps, étroitement embrassés sous le panneau stop. Les badauds n'étaient pas retournés chez eux, mais au moins avaient-ils battu en retraite sur leurs pelouses respectives. Il y avait une 50aine de personnes, mais leur nombre ne cessait de croître avec l'arrivée de nouveaux curieux, alertés par téléphone. Andy Clutterbuck et Seaton Thomas paraissaient nerveux au point d'être capables de sortir leurs pétards et de se mettre à tirer en l'air. Alan les comprenait. Dans le Maine, le département des enquêtes criminelles de la police d'État, autrement dit la police judiciaire, est chargé des affaires de meurtre. Pour le menu fretin de la police, à savoir la majorité, le moment le plus dur se situe entre la découverte du crime et l'arrivée du DEC. Car le menu fretin sait tout de même très bien que c'est pendant cette période qu'est le plus souvent rompu l'enchaînement des preuves. Il sait aussi que son comportement, toujours pendant la dite période, fera l'objet d'une analyse minutieuse au moment de la pause café des gros calibres de la PJ, pour qui le menu fretin, même les types du comté, ne sont qu'une bande de gros balourds aux mains comme des jambons et aux doigts maladroits. Voilà aussi pourquoi tous ces types qui ne bougeaient pas de leur pelouse de l'autre côté de la rue leur donnaient des sueurs froides dans le dos. Ils faisaient penser à Alan aux zombies du retour des morts vivants. Il alla prendre le porte-voix et leur intima de rentrer sur le champ chez eux. Ils commencèrent à obtempérer, puis il révisa mentalement la marche à suivre et, par radio, appela le central où Sandra Macmillan était maintenant de service. Elle n'avait pas l'efficacité de Sheila Brigham, mais à cheval de nez. Et Alan se disait que Sheila ne tarderait pas à se pointer, poussée par la curiosité, sinon par le devoir. Alan demanda à Sandra de tâcher de trouver le docteur Van Allen, expert médical du comté. Il faisait aussi office de coroner, et Alan tenait à ce qu'il fût là au moment où le DEC arriverait, si c'était possible. « Bien compris, shérif, » répondit Sandra d'un ton important. Alan retourna auprès de ses adjoints. « Lequel d'entre vous a vérifié qu'elles étaient bien mortes ?» Clut et Seaton s'entre-regardèrent mal à l'aise, et Alan sentit sa gorge s'étrangler. Un bon point pour les analyses de la pause café, ou peut-être pas. La première équipe du DEC n'était pas encore arrivée, même si on entendait déjà une sirène au loin. Alan passa sous la bande rayée et s'approcha du panneau stop sur la pointe des pieds, comme un gamin qui rentre chez lui après le couvre-feu. La flaque de sang s'était surtout étalée entre les victimes et le caniveau encombré de feuilles mortes. Mais des gouttelettes s'étaient éparpillées tout autour d'elle en un cercle approximatif. Alan s'agenouilla juste à l'extérieur de ce cercle,
et se rendit compte qu'il arrivait à atteindre les cadavres. Ça ne faisait plus aucun doute, en se penchant au maximum, bras tendus. Ses 3 adjoints s'étaient regroupés et le regardaient l'œil rond. « Prenez-moi en photo, dit-il. Clutt et Seaton continuèrent de le fixer comme s'il venait de parler en tagalog. Mais Norris se précipita vers la voiture de patrouille de son patron, farfouilla dans le coffre et finit par en extirper l'un des vieux Polaroids avec lesquels la police de Castle Rock prenait les clichés dans ce genre de circonstances. Alan avait eu l'intention de demander un nouvel appareil lors de la prochaine réunion budgétaire, mais en ce moment, cette réunion lui paraissait dénuée de toute importance. Norris revint en quelques foulées, visa, appuya sur le déclencheur, l'appareil ronronna. « Prends-en une deuxième juste au cas où. Prends aussi les corps. Je te parie qu'ils vont encore nous dire qu'ils ont bousillé leurs indices. Ils peuvent toujours courir. » Alan se rendait bien compte qu'il parlait d'un ton râleur, mais c'était plus fort que lui. Norris prit donc un cliché, montrant le shérif à l'extérieur du cercle d'indices, et la position dans laquelle se trouvaient les corps, sous le panneau stop. Puis Alan se pencha de nouveau, et d'un geste prudent, vint poser un doigt contre le cou de la femme placée dessus. Il ne sentit bien entendu aucun pouls. Mais la pression de son index suffit à faire basculer sur le côté, la tête appuyée en équilibre contre le poteau. Le shérif reconnut Nettie sur le champ, et pensa aussitôt à Polly. « Au bordel de Dieu !» se dit-il lugubre. Puis il chercha le pouls de Wilma, alors même qu'elle avait un hachoir enfoncé dans le crâne. De petites gouttes de sang tachaient ses joues et son front, lui faisaient un grimage de païenne. Il se releva et retourna auprès de ses adjoints. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Polly, et savait qu'il n'aurait pas dû. Il fallait se sortir ça de la tête, sans quoi il risquait de faire des conneries. Il se demanda si les badauds avaient eu le temps de reconnaître Nettie. Dans ce cas, Polly allait en entendre parler avant qu'il ait eu le temps de l'appeler. Pourvu, se disait-il, pourvu qu'elle ne vienne pas voir elle-même. Ce n'est pas le moment de te soucier de ça. Tu as un double meurtre sur les bras, selon toute vraisemblance. Va chercher ton carnet, Norris. C'est toi le secrétaire du club ce soir. Bon Dieu, Alan, tu sais bien comment j'écris. T'occupe. Norris confia le Polaroid à Clutt et tira le calepin de sa poche revolver. Un carnet à souche de PV, avec sa signature imprimée au bas de chaque feuille, en profita pour tomber. Norris se pencha, le ramassa et le remit dans sa poche sans faire attention. Note que la tête de la femme au-dessus qu'on appelle la victime numéro 1 était appuyée contre le poteau du panneau stop. Je l'ai fait basculer involontairement en vérifiant l'absence de pouls. Comme le langage de la police est facile à adopter. Les voitures deviennent des véhicules, les crapules des suspects ou des contrevenants, et les braves citoyens refroidis des victimes. Le jargon flicard, la merveilleuse porte coulissante transparente. Il se tourna vers Clutt et lui demanda de photographier les corps dans leur nouvelle configuration, extrêmement soulagé à l'idée que Norris eût pris un témoignage de leur ancienne position. « Ajoute, reprit-il à l'intention de Norris, que lorsque la tête de la victime numéro 1 a bougé, j'ai pu l'identifier. Il s'agit de Nettie Cobb. » Seaton siffla. « Tu veux dire Nettie ?»« Oui, t'en connais d'autres ?» Norris écrivit, puis demanda. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« On attend l'équipe du DEC, et on essaie d'avoir l'air vivant à leur arrivée. » Les gars du DEC débarquèrent moins de 3 minutes plus tard, en 2 voitures, suivi de Ray Van Allen dans sa vieille Subaru cabossée. 5 minutes encore, et ce fut au tour d'un break bleu du service de l'identité judiciaire de faire son entrée en scène. Chacun des membres de la police d'État alluma son cigare. Alan s'y attendait. Les corps étaient encore frais, et on était à l'extérieur, mais le rituel du cigare était immuable. Le désagréable boulot connu en jargon flicard comme le verrouillage de la scène de crime commença. Il se poursuivit bien après la tombée de la nuit. Alan avait déjà travaillé avec Henry Payton, responsable de l'unité d'Oxford, et donc nominalement responsable de l'affaire. Jamais il n'avait décelé la moindre trace d'imagination chez Henry. L'homme était un laborieux, mais aussi un consciencieux, qui ne laissait rien au hasard. C'est grâce à la présence de Henry qu'Alan s'autorisa à aller téléphoner en douce à Polly. À son retour, on avait placé les mains des victimes dans de grands sacs en plastique. Wilma Jerzik avait perdu l'une de ses chaussures, et on accorda le même traitement à son pied. Les membres de l'identité allaient et venaient, et prirent pas loin de 300 photos. Des renforts de police arrivèrent entre-temps. Ils permirent de contenir la foule qui cherchait de nouveau à s'approcher, et d'expédier une équipe de télé au bâtiment municipal. Un dessinateur de la police exécuta une esquisse de la scène du crime sur du papier millimétré. Finalement, on en vint à s'occuper des corps eux-mêmes, mais avant de les emporter, restait une dernière chose à faire. Peyton donna à Alan une paire de gants chirurgicaux et un sac en plastique. « Le hachoir ou le couteau ?»« Le hachoir, répondit-il.
Ce serait le plus dégueulasse des deux, avec la cervelle de Wilma collée dessus, mais il ne voulait pas toucher Nettie. Il avait éprouvé de l'affection pour elle. Une fois les armes du crime enlevées, étiquetées, ensachées et en route pour Augusta, les deux équipes du DEC commencèrent à explorer le secteur autour des corps, toujours pris dans leur ultime étreinte. Le sang dont ils étaient imprégnés durcissait et devenait comme une sorte d'émail. Lorsque Ray Van Allen permit enfin qu'ils fussent chargés dans l'ambulance, sous les projecteurs disposés par la police, les infirmiers durent commencer par séparer de force les deux femmes. Pendant ce temps, la crème de Castle Rock resta là, se sentant aussi déplacée qu'un furoncle sur le nez d'une cover girl. Henry Payton rejoignit Alan à la conclusion de cet étrange ballet, connu sous le nom d'investigation du lieu du crime. « C'est vraiment une manière lamentable de passer son dimanche après-midi, » remarqua-t-il. Alan acquiesça. « Désolé que vous ayez fait bouger la tête. C'est un coup de malchance. » Alan acquiesça de nouveau. « Je ne crois pas qu'on vous embêtera avec ça. Vous avez au moins une bonne vue de la position originale. » Il regarda Norris, qui s'entretenait avec Clutt et John Lapointe, lequel venait d'arriver. « Vous avez au moins la chance que votre bonhomme ne mette pas le doigt sur l'objectif. » Norris n'est pas si bête. Comme disait l'autre, de toute façon l'affaire n'a vraiment pas l'air compliquée. Alan fut obligé de l'admettre. C'était là le problème. Il l'avait bien compris, bien avant d'avoir terminé sa journée de service dans une allée, derrière l'hôpital Kennebec Valley. L'affaire n'avait même pas l'air assez compliquée, peut-être. « Vous avez l'intention d'assister à la séance de charcuterie ?» demanda Payton. « Oui. C'est Ryan qui va faire les autopsies ?» « C'est ce que j'ai cru comprendre. »« Je pense que je vais amener Norris avec moi. Les corps passeront tout d'abord par Oxford, non ?»« Oui, c'est là qu'on fera les constats. »« Si Norris et moi partons maintenant, nous pourrons arriver à Augusta avant. »« Pourquoi pas ? Ici, c'est bouclé, je crois. »« J'aimerais envoyer l'un de mes hommes avec chacune de vos deux équipes, en tant qu'observateur. Est-ce que ça vous pose un problème ?» Payton réfléchit. « Non, mais qui va rester en charge du maintien de l'ordre ? Ce bon vieux Seaton ?» Alan éprouva une fugitive bouffée de quelque chose d'un peu trop virulent pour être considéré comme un simple agacement. La journée avait été longue, et il avait laissé Henry se gausser de ses adjoints autant qu'il l'avait voulu. Il fallait cependant rester dans les petits papiers de Payton, s'il voulait de strapontin dans ce qui était, techniquement, une affaire regardant la police d'État, et il tint donc sa langue. « Voyons, Henry, on est dimanche soir. Même le Mellow Tiger est fermé. »« Pourquoi tenez-vous autant à rester mêlé à cette histoire, Alan ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne ? Si j'ai bien compris, ces deux femmes ne pouvaient pas se sentir, et celle de dessus avait déjà zigouillé quelqu'un. Son mari, rien moins. » Alan réfléchit. « Non, rien qui me chiffonne. Consciemment, en tout cas. C'est simplement que vous n'arrivez pas à vous fourrer dans la tête que c'est vraiment arrivé. Quelque chose comme ça. D'accord. Tant que vos hommes comprennent qu'ils sont là pour écouter, pas plus. » Alan eut un léger sourire. Il songea à dire à Payton que s'il demandait à Clutt et à John de poser des questions, il prendrait probablement la poudre d'escampette. Puis il y renonça. « Ils la boucleront. Vous pouvez compter là-dessus. » Et voilà où ils en étaient, lui et Norris Ridgwick, après le plus long dimanche de mémoire d'homme. Mais la journée avait au moins quelque chose en commun avec Nettie et Wilma. Elle était finie. « Êtes-vous en train de penser à prendre une chambre de motel pour la nuit ?» demanda Norris d'un ton hésitant. Alan n'avait pas besoin d'être extra-lucide pour deviner à quoi pensait son adjoint, lui. À la partie de pêche qu'il allait manquer demain. « Bon sang, non !» Il se pencha et ramassa la casaque. « Mettons les voiles. » « Excellente idée !» Pour la première fois depuis que le shérif l'avait retrouvé sur le lieu du crime, Norris paraissait heureux. 5 minutes plus tard, il fonçait en direction de Castle Rock par la route 43, et les phares de la grosse limousine creusaient 2 trous parallèles dans l'obscurité, où le vent soufflait encore. Le temps d'arriver, on était déjà lundi matin depuis presque 3 heures. Alan se gara derrière le bâtiment municipal et sortit de la berline. Son break attendait à côté de la coccinelle délabrée de Norris à l'autre bout du parking. « Tu rentres directement chez toi ?» demanda-t-il à Norris. Ce dernier eut un petit sourire gêné et baissa les yeux. « Dès que j'aurai remis mes fringues civiles. »« Combien de fois faudra-t-il que je te dise de ne pas te changer dans les toilettes ?»« Écoute, Alan, je le fais pas tout le temps. » Tous les deux savaient que c'était précisément le cas. Alan soupira. « Laisse tomber. Tu as eu droit à une foutue longue journée, je suis désolé. » Norris haussa les épaules. « C'était un double meurtre. Ça n'arrive pas très souvent dans le coin. Quand ça se produit, tout le monde doit y mettre du sien, non ? » « Fais-toi remplir un formulaire d'heures supplémentaires par Sandra ou Sheila, si l'une d'elles est encore ici.
Pour que Buster se mette encore à m'emmerder? Il eut un petit rire amer. Je crois que je vais laisser tomber. C'est ma tournée, Alan. Est-ce qu'il t'a encore cassé les pieds? Alan avait complètement oublié les lubies du maire depuis 2 jours. Non, mais faudrait que tu vois comment il me regarde quand on se croise dans la rue. Si les yeux pouvaient tuer, je serais aussi mort que Nettie et Wilma. Je remplirai moi-même le formulaire demain matin. Si ton nom est dessus, ça va? Répondit Norris, en prenant la direction de la porte marquée, réservée au personnel. Bonne nuit, Alan. Bonne chance à la pêche. Le visage de Norris s'éclaira aussitôt. Merci. Tu devrais voir la canne que j'ai trouvée dans cette nouvelle boutique. Elle est fantastique. Alan sourit. Tiens, tu parles. J'ai toujours l'intention d'aller voir ce type. On dirait qu'il a quelque chose pour tout le monde. Pourquoi pas pour moi? Oui, pourquoi pas? Il a des tas de trucs. Tu n'en reviendras pas. Bonne nuit, Norris, et merci encore. N'en parlons plus. Mais l'adjoint était manifestement heureux. Une fois au volant, Alan se mit à examiner machinalement les bâtiments dans les rues qu'il empruntait. Il ne s'en rendait même pas compte, mais les informations n'en étaient pas moins enregistrées, comme par exemple le fait qu'il y avait une lumière dans l'appartement au-dessus du bazar des rêves. Il était vraiment très, très tard pour une petite ville. Il se demanda si M. Leland Gaunt ne serait pas insomniaque, et se rappela qu'il devait lui rendre visite. Mais cela attendrait que cette triste histoire de double assassinat ait été définitivement réglée. Il arriva au carrefour de Main Street et de Laurel, mit le clignotant à gauche, puis s'arrêta au milieu du carrefour et tourna finalement à droite. Du diable s'il allait rentrer chez lui. Cette baraque était un vrai désert, alors que son seul fils vivant se trouvait au Cap Cod, chez un ami. Trop de portes fermées, trop de souvenirs qui rôdaient partout. À l'autre bout de la ville vivait une femme qui avait peut-être terriblement besoin de quelqu'un en ce moment même. Presque aussi terriblement peut-être que cet homme vivant avait besoin d'elle. 5 minutes plus tard, Alan coupait les phares et s'engageait au ralenti dans l'allée de Polly. La porte serait fermée, mais il savait sous quelle marche du porche regarder. Qu'est-ce que tu fabriques encore ici, Sandra? Demanda Norris lorsqu'il entra en défaisant sa cravate. Sandra Macmillan, une blonde sur le retour, qui occupait depuis 20 ans le poste de standardiste à temps partiel au central, enfilait son manteau, l'air très fatigué. Sheila avait des billets pour aller voir Bill Cosby à Portland. Elle voulait rester, mais je l'oblige à partir. C'est tout juste s'il n'a pas fallu la mettre à la porte. Ce n'est pas tous les jours que Bill Cosby passe dans le Maine. Ce n'est pas tous les jours non plus que 2 femmes décident de se larder de coups de couteau ou de hachoir à cause d'un clébard qui vient probablement de la SPA de Castle Rock, pensa Norris. Pas tous les jours, en effet. Jamais, oui. Sandra soupira. Je vais te confier un secret pourtant. Maintenant que c'est terminé. Je regrette un peu de ne pas avoir accepté que Sandra reste. C'était complètement dingue. Toutes les stations de télé ont bien dû appeler 10 fois chacune, juste sur le coup de 11 heures au bas mot. On se serait cru dans un grand magasin la veille de Noël ici. Retourne vite chez toi, tu as mon autorisation. As-tu branché le gros salaud? Le gros salaud était la machine qui renvoyait les appels au domicile d'Alan, quand aucune standardiste ne se trouvait au service. Si Alan n'avait pas décroché au bout de 4 sonneries, le gros salaud intervenait et conseillait d'appeler la police d'État à Oxford. Ce bricolage n'aurait pas convenu dans une grande ville, mais dans le comté de Castle, le moins peuplé des 16 comtés du Maine, il suffisait largement. Oui, il est branché. Bien, quelque chose me dit qu'Alan n'est pas allé directement chez lui. Sandra prit un air entendu. Des nouvelles du lieutenant Peyton? Demanda Norris. Non, rien. Elle marqua une pause. Ça devait être affreux, Norris. Ces 2 femmes. Horrible. Ses vêtements civils étaient impeccablement suspendus sur un cintre accroché à la poignée d'un classeur. Cela faisait environ 3 ans qu'il avait pris l'habitude de se changer ainsi dans les toilettes des hommes, mais rarement à des heures aussi indues. Tu peux t'en aller, Sandra. Je fermerai la boutique. Norris? Tu sais, il n'y a que moi ici, répondit-il depuis les toilettes. J'ai failli oublier. Quelqu'un a apporté un cadeau pour toi, c'est sur ton bureau. Norris, qui débouclait sa ceinture, interrompit son geste. Un cadeau? Et de qui? Je ne sais pas, on se serait cru dans un asile de fous à ce moment-là. Mais il y a une carte jointe et un ruban avec un beau nœud. Ta petite amie secrète, sans doute. Tellement secrète que même moi je la connais pas, répliqua-t-il avec une note sincère de regret dans la voix. Il enleva son pantalon d'uniforme et enfila son jean. Dans le bureau, Sandra esquissa un sourire malicieux. Monsieur Keaton est passé hier soir. C'est peut-être lui qui l'a laissé, histoire de se rabibocher avec toi. Cette idée le fit rire. Il a choisi son moment. En tout cas, n'oublie pas de me le dire demain. Je meurs d'envie de savoir ce que c'est. L'emballage est ravissant. Bonne nuit, Norris. Bonne nuit. Qui a bien pu penser à me faire un cadeau?
se demanda-t-il en remettant la fermeture de sa barguette. Sandy s'enfonça dans la nuit, remontant son col car le froid était vif, l'hiver approchait. Parmi les gens qu'elle avait vus au cours de la soirée, il y avait eu Cindy Rose Martin, la femme de l'avocat. Cindy était passée tôt, et il n'était pas venu à l'esprit de Sandra d'en parler à Norris, lequel ne fréquentait pas le milieu social et professionnel huppé des Martin. Cindy Rose avait déclaré qu'elle cherchait son mari, ce qui n'avait pas paru étrange à la standardiste, étant donné qu'Albert Martin s'occupait des problèmes juridiques de la ville. Mais Cindy Rose aurait-elle dit qu'elle cherchait Tom Cruise, que Sandra n'y aurait même pas fait attention, dans le pandémonium qui régnait. Elle avait cependant pris le temps de lui répondre qu'elle n'avait pas vu M. Martin, mais qu'en tant qu'épouse, elle était libre d'aller vérifier s'il ne se trouvait pas au premier avec M. Keaton. Cindy Rose avait dit que puisqu'elle était là, autant aller voir. Le standard avait alors commencé à clignoter comme un arbre de Noël, et Sandra n'avait pas vu Mme Martin sortir de son sac le paquet rectangulaire, dans son emballage de papier brillant, retenu par un large ruban, et le poser sur le bureau de Norris Ridgwick. Un sourire avait alors illuminé son joli visage, mais le sourire lui-même, loin d'être joli, trahissait plutôt de la cruauté. Norris entendit la porte se refermer, puis, assourdi, un bruit de démarreur. Il finit de s'habiller et disposa avec soin l'uniforme sur le cintre, après avoir reniflé les manches de sa chemise, et décidé qu'elle pouvait attendre encore un peu. Un sou économisé était un sou gagné. En sortant des toilettes, il accrocha le cintre à la même poignée, afin d'être sûr de le voir en sortant. Il valait mieux, car la vue de vêtements traînant dans le poste de police avait le don de rendre Alan furieux. « On n'est pas chez le teinturier ici !» protestait-il. Quelqu'un avait bien laissé un paquet sur le bureau de Norris. Il était enveloppé d'un papier métallisé bleu, retenu par un ruban en velours de la même couleur, attaché en une débauche de boucles sur le dessus. On avait glissé une enveloppe carrée sous le ruban. Sa curiosité en éveil, Norris la prit et l'ouvrit. À l'intérieur, sur un Bristol, se lisait ce message énigmatique. « Simple rappel. » Il fronça les sourcils. Les deux seules personnes qui n'arrêtaient pas de le rappeler à l'ordre, autant qu'il le sut, étaient sa mère et Alan. Et sa mère était morte depuis 5 ans. Il prit le paquet, défit le ruban et l'emballage, révélant une simple boîte de carton blanc. Elle mesurait environ 30 cm de long sur 15 de large et 15 de haut. Du ruban adhésif fermait le couvercle. Il déchira l'adhésif, ouvrit. Une couche de papier pelure recouvrait l'objet. Il était assez fin pour laisser deviner une surface plate, coupée d'un certain nombre de petites crêtes, mais pas assez pour permettre de deviner ce que c'était. Il voulut retirer le papier, et son index heurta quelque chose de dur, une languette de métal. Une lourde mâchoire d'acier se referma sur le papier et sur les 3 premiers doigts de Norris Ridgwick. Un élancement de douleur lui parcourut tout le bras. Il poussa un cri, trébucha et attrapa son poignet droit de la main gauche. La boîte blanche tomba au sol, le papier pelure se froissa. « Oh, fils de pute! Qu'est-ce que ça faisait mal !» Il déchira le papier pelure et découvrit un gros piège à rats Victory. Quelqu'un l'avait armé, placé dans la boîte, recouvert de papier pour le dissimuler, avant d'emballer le tout dans ce joli papier bleu. Et le piège s'était refermé sur 3 des doigts de l'adjoint. Il avait complètement arraché l'ongle de l'index, à la place duquel on ne voyait qu'un croissant ensanglanté de chair à vif. « Oh, le fils de pute !» cria Norris. Sous le coup de la douleur et de la surprise, au lieu de relever la barre métallique, il heurta le piège contre le bureau de John Lapointe, avec pour résultat de s'envoyer un nouvel élan douloureux dans le bras. Il poussa un autre cri, mais cette fois libéra ses doigts, et jeta le piège au sol. La barre métallique claqua contre le socle de bois en tombant. Norris resta quelques instants tout tremblant, puis bondit dans les toilettes et plaça sa main sous le robinet d'eau froide. Ça l'élançait comme une dent de sagesse qui fait des siennes. Il grimaçait en regardant les filets de sang qui tourbillonnaient avant de s'évacuer par le siphon. Il pensa alors à ce que Sandra avait dit. « Monsieur Keaton est passé hier soir. C'est peut-être lui qui l'a laissé, histoire de se rabibocher avec toi. » Et la carte. Simple rappel. Oui, ça ne pouvait être que Buster. Pas le moindre doute, c'était bien son style. « Espèce de fils de pute !» gronda Norris. L'eau froide engourdissait ses doigts et atténuait les élancements. Mais il ne se faisait pas d'illusions. Il aurait de nouveau mal en arrivant chez lui. L'aspirine le soulagerait peut-être un peu, mais autant renoncer à dormir.
ou à aller pêcher. Eh bien si, j'irai. J'irai même avec mes putains de doigts coupés. C'est ce que j'avais prévu. J'attends ça depuis longtemps. Et ce n'est pas cet enfoiré de Danforth Buster Keaton de mes deux qui va m'en empêcher. Il coupa l'eau et se sécha délicatement avec une serviette en papier. Aucun des doigts n'était cassé. Il ne lui semblait pas en tout cas. Mais ils avaient commencé à enfler au froid ou pas. La barre du piège avait laissé une profonde marque d'un rouge violacé entre les premières et deuxièmes articulations. De petites perles de sang suintaient de son index à l'emplacement de son ongle, et les élancements recommencèrent bientôt. Il retourna dans le poste désert et examina un instant le piège détendu, avant de le ramasser et de le poser sur son bureau. Il prit 3 aspirines dans le tiroir du haut, les avala, rassembla le papier d'emballage, le papier pelure, le ruban, et fourra le tout dans la corbeille à papier, dissimulée par du papier froissé en boule. Il n'avait pas l'intention de raconter à Alan ou à qui que ce soit le méchant tour que lui avait joué Buster. Il ne rirait pas, mais Norris se doutait de ce qu'ils allaient penser. Du moins le croyait-il. Il n'y a que Norris Redwick pour se laisser avoir avec un truc pareil. Foutre la main dans un piège à rats, faut pas être malin. Ta petite amie secrète. Monsieur Keaton est passé hier au soir. C'est peut-être lui qui l'a laissé, histoire de se rabibocher avec toi. Je réglerai ça tout seul, dit-il à voix basse, d'un ton sinistre, tenant sa main blessée contre lui. à ma façon, et au moment que je choisirai. Soudain une idée le traversa, inquiétante. Et si Buster ne s'était pas contenté du coup du piège à rats? Après tout, il aurait pu ne pas marcher. S'il s'était rendu chez Norris, la canne à pêche s'y trouvait, la basonne. Même pas enfermé dans un placard, il l'avait simplement appuyé contre le mur de son petit hangar, juste à côté de son panier à pêche. Et si Buster n'avait entendu parler et avait décidé de la casser? S'il a fait ça, c'est lui que je casse en deux, marmonna-t-il. Il avait parlé avec une colère contenue dans la voix que ni Alan ni aucun de ses collègues n'aurait reconnue. Il oublia complètement de fermer à clé en quittant le bureau. Il avait même oublié la douleur. Pour le moment, une seule chose comptait, rentrer chez lui et s'assurer que la basonne était indemne. La forme sous les draps ne bougea pas lorsqu'Alan se glissa dans la chambre, et il pensa que Polly dormait, probablement avec l'aide d'un percodan. Il se déshabilla rapidement et se coula à côté d'elle sous les draps. Il vit alors qu'elle avait les yeux ouverts et le regardait. Il eut un léger sursaut de surprise. « Quel est l'étranger qui entre dans le lit de cette jouvencelle ?» demanda-t-elle doucement. « Ce n'est que moi, » dit-il, esquissant un sourire. « Je présente mes excuses à la jouvencelle pour l'avoir réveillée. »« Je l'étais déjà. » Elle passa un bras autour du cou d'Alan et lui posa le sien sur sa taille. Sa peau dégageait la bonne chaleur du lit, comme un fourneau où rougeoie encore une poignée de braise. Il sentit quelque chose de dur à hauteur de sa poitrine un instant, et il faillit remarquer qu'elle portait quelque chose sous sa chemise de nuit. Puis l'objet tomba entre le sein gauche et le creux du bras de Polly, au bout de sa chaîne d'argent. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Elle pressa sa joue contre celle d'Alan sans lui lâcher le cou. « Non, » répondit-elle dans un soupir, la voix tremblante. Puis elle se mit à sangloter. Il la tint pendant qu'elle pleurait, lui caressant les cheveux. « Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit ce que lui faisait cette femme, Alan ?» demanda Polly au bout d'un moment. Elle s'écarta un peu de lui. Maintenant que ses yeux s'étaient adaptés à l'obscurité, le policier distinguait son visage, ses yeux et ses cheveux sombres, sa peau claire. « Je l'ignore. » « Si elle me l'avait dit, je m'en serais occupé. J'aurais été voir Wilma Jersic moi-même et... » L'heure était mal choisie pour lui dire qu'apparemment Nettie avait joué à ce petit jeu avec autant de détermination et de méchanceté que Wilma elle-même. Ni qu'il arrivait un moment où l'on ne pouvait plus rien faire pour toutes les Nettie Cobb du monde, ni d'ailleurs pour les Wilma Jersic, qu'il arrivait un moment où plus rien ni personne n'avait de prise sur elle. Il est 3h30 du matin. Il vaudrait mieux attendre une heure plus décente pour parler de ce qu'il aurait fallu faire ou dire. Il hésita un instant avant de poursuivre. D'après John Lapointe, Nettie t'aurait dit quelque chose ce matin à propos de Wilma. En fait, hier matin. De quoi s'agissait-il ? Polly réfléchit. En réalité, je ne savais pas qu'il était question de Wilma. Pas encore. Nettie m'avait apporté des lasagnes, et mes mains allaient vraiment très mal. Elle s'en est rendue compte tout de suite. Nettie était assez approximative, et encore,
Il faudrait parler au conditionnel, à propos de certaines choses, mais je ne pouvais rien lui cacher. Elle t'aimait beaucoup, observa Alan d'un ton grave, ce qui déclencha une nouvelle crise de sanglots. Il s'y était attendu. Il savait que dans certaines circonstances, les larmes sont un passage obligé, quelle que soit l'heure, que, tant qu'elles n'ont pas été versées, elles continuent leur ravage à l'intérieur. Au bout d'un moment, Polly put continuer. Sa main retourna sous le cou d'Alan. Elle a sorti ces idiots de gants thermiques, mais cette fois ils m'ont vraiment fait du bien. Il faut dire que le gros de la crise semblait passer. Puis elle est allée préparer du café. Je lui ai demandé si elle n'avait rien à faire chez elle, et elle m'a répondu que non, que Ryder montait la garde. Elle a ensuite ajouté quelque chose comme « Je crois qu'elle me laissera tranquille de toute façon. Je ne l'ai pas vue, et je crois qu'elle a compris le message. » Ce ne sont pas ces termes exacts, mais pas loin. À quelle heure est-elle arrivée ? Vers 10h15, à quelques minutes près. Pourquoi, c'est important ? Lorsqu'Alan s'était glissé entre les draps, il avait eu l'impression qu'il s'endormirait dès qu'il aurait posé la tête sur l'oreiller. Mais il était de nouveau parfaitement réveillé et réfléchissait avec intensité. « Non, répondit-il, au bout de quelques instants. Je ne crois pas que ce soit très important, sauf en ce sens que Wilma préoccupait Nettie. Je n'arrive pas à y croire. Elle paraissait tellement mieux. Vraiment. Tu te rappelles ce que je t'ai raconté ? Comment elle avait trouvé le courage de se rendre toute seule au bazar des rêves jeudi dernier ? Oui. Elle le lâcha et roula sur le dos, contrarié. Alan entendit un petit métallique, mais cette fois encore n'y prêta pas attention. Il songeait toujours à ce que Polly venait de lui dire, le tournant et le retournant dans tous les sens, comme un joaillier devant une pierre suspecte. « Il va falloir que je m'occupe de l'enterrement, » reprit-elle. « Nettie a de la famille à Yarmouth. Quelques personnes, mais elle ne voulait rien savoir d'elle tant qu'elle était vivante. Et je suppose que morte, elle les intéressera encore moins. Je vais devoir tout de même les appeler demain matin. Serais-je autorisé à entrer dans sa maison ? Elle doit bien avoir un carnet d'adresses quelque part. » « Je t'accompagnerai. Tu ne pourrais rien emporter. Du moins, tant que le docteur Ryan n'aura pas publié son rapport d'autopsie. Mais il n'y a aucun mal à ce que tu recopies quelques numéros de téléphone. » « Merci. » Une question lui vint soudain à l'esprit. « Au fait, à quelle heure Nettie est-elle repartie de chez toi ? » « Vers 11h moins le quart, il me semble. Ou même 11h, peut-être. » « Elle a dû rester moins d'une heure, pourquoi ? » ?»« Pour rien. » Il avait eu une brève illumination. Si Nettie s'était attardée davantage chez Polly, elle n'aurait pas eu le temps de retourner chez elle, de trouver le cadavre du chien, de ramasser les cailloux, d'écrire les notes et de les arracher, puis d'aller chez les Jersiques pour tout casser. Mais si elle était partie à 11h moins le quart, elle avait eu 2 bonnes heures devant elle, largement le temps. « Et Alan ?» fit la voix au ton joyeux factice, qui, d'ordinaire, réservait ses interventions au seul thème d'Annie et de Todd. « Qu'est-ce qui te prend de te mettre à finasser comme ça, mon pote ?» Alan n'en savait rien, mais quelque chose d'autre le frappait. Comment Nettie avait-elle trimballé son chargement de gros cailloux jusqu'à la maison des Jersiques ? Elle n'avait ni permis ni voiture. « Arrête de déconner, mon pote. Elle les a écrites chez elle, tout bêtement, dans le vestibule, à côté de son clébard trucidé. Les élastiques, elle les a trouvés dans le tiroir de sa cuisine. Et les cailloux, pourquoi les transporter ? Il y en avait plein dans la cour de derrière chez les Jersiques, tu crois pas ? Si. Il ne pouvait s'empêcher cependant d'avoir l'impression que les cailloux étaient arrivés enroulés dans leurs feuilles de papier. Rien de précis ne lui permettait de l'affirmer, mais ça lui semblait mieux collé. Le genre de choses que pourrait faire un gamin, ou quelqu'un qui fonctionne comme un gamin. Quelqu'un comme Nettie Cobb. Laisse un peu tomber, veux-tu ? Mais il n'y arrivait pas. Polly vint effleurer sa joue. Tu ne peux pas savoir combien je suis contente que tu sois là, Alan. Tu as dû avoir une journée épouvantable, toi aussi. J'en ai une meilleure, mais c'est terminé maintenant. Toi aussi, tu devrais te reposer un peu. Tu auras des tas de choses à faire demain. Tu veux que j'aille te chercher une pilule ? Non, mes mains vont un peu mieux. C'est toujours ça. Il faut... Elle s'interrompit, mais s'agita nerveusement sous les couvertures. Quoi donc ? Non, rien. C'est sans importance. Je crois que je vais pouvoir dormir maintenant que tu es là. Bonne nuit, ma chérie. Elle roula loin de lui, remonta les couvertures et ne bougea plus. Il pensa un instant à la manière dont elle s'était serrée contre lui, au contact de sa main sous sa nuque. Il fallait qu'elle aille vraiment mieux
pour avoir été capable de plier ainsi ses doigts. Une bonne chose, peut-être la meilleure de toutes depuis le moment où Claude l'avait appelé pendant la partie de football. Si seulement cette amélioration pouvait se maintenir. Polly avait une cloison nasale déviée, et elle commença à ronfler légèrement, ce qu'Alan ne trouvait nullement désagréable. C'était bon de partager son lit avec une autre personne, une personne bien réelle, qui produisait des sons réels, et parfois même tirer les couvertures à soi. Il sourit dans l'obscurité. Puis son esprit retourna au double meurtre, et son sourire s'évanouit. Je crois qu'elle me laissera tranquille de toute façon. Je ne l'ai pas vue et je n'ai pas entendu parler d'elle, et je crois qu'elle a compris le message. Je ne l'ai pas vue, je n'ai pas entendu parler d'elle. Je crois qu'elle a compris le message. Une affaire de ce genre n'avait pas besoin d'être résolue. Même un Seaton Thomas aurait pu dire exactement ce qui s'était passé après un seul regard, à travers ses culs de bouteille sur le lieu du crime. Les ustensiles de cuisine avaient remplacé les armes à feu, mais le résultat était identique. 2 cadavres à la morgue de l'hôpital découpés dans les règles de l'art par le médecin légiste. La raison de ce duel, telle était la seule question qui restait. Il s'en était bien posé d'autres, vagues et imprécises, mais elles se seraient certainement évanouies avant que Wilma et Nettie aient été enterrés. Restaient toutefois des choses qui le tracassaient un peu plus, maintenant qu'il pouvait leur donner un nom. Je crois qu'elle a compris le message. Pour Alan, une affaire criminelle était comme un jardin entouré d'une haute muraille. Il fallait chercher une porte d'entrée. Il en existait parfois plusieurs, mais toujours au moins une, d'après son expérience. Forcément, sinon comment le jardinier serait-il entré pour y semer ses graines? Elle pouvait être plus ou moins grande, plus ou moins évidente, surmontée d'un néon clignotant, entrée ici. Ou bien, elle pouvait être petite et tellement dissimulée par le lierre qu'il fallait faire des recherches approfondies pour la découvrir. Et si l'on ne craignait pas de s'écorcher les mains aux broussailles, on finissait immanquablement par la mettre au jour. Il s'agissait parfois d'un objet venant du lieu du crime, parfois d'un témoin, parfois d'une hypothèse fondée sur les événements et la logique des choses. Celle qu'il avait faite dans le cas présent était au nombre de 3. 1. Wilma avait suivi une méthode de harcèlement et de guérilla mise au point depuis longtemps. 2. Elle était tombée sur un os en choisissant Nettie comme adversaire à ce petit jeu. 3. Nettie avait flanché comme le jour où elle avait tué son mari. Mais je ne l'ai pas vue et je n'ai pas entendu parler d'elle. Quel est ou non prononcer ces paroles, quelle différence? De combien d'hypothèses cette seule remarque était-elle grosse? Alan l'ignorait. Il fixait l'obscurité et se demandait si en fin de compte il n'aurait pas trouvé la porte. Mais Polly n'avait peut-être pas bien entendu ce qu'avait dit Nettie, hypothèse techniquement possible, à laquelle Alan ne croyait cependant pas. Les actes de Nettie, au moins jusqu'à un certain point, concordaient avec ce que Polly disait avoir compris. La femme de ménage, malade, n'était pas venue travailler le vendredi. Avait-elle été réellement malade? N'avait-elle pas plutôt eu peur de Wilma? Ça paraissait logique. Par Pete Jerzik, il savait que Wilma, après avoir découvert ses draps souillés, avait adressé au moins un coup de téléphone de menace à Nettie. Elle avait pu en faire d'autres, le lendemain, sans que Pete le sache. Néanmoins, Nettie était venue voir Polly le dimanche matin, en lui apportant un plat qu'elle avait elle-même préparé. Se serait-elle comportée ainsi si Wilma avait continué de jeter de l'huile sur le feu? Il ne le croyait pas. Puis il y avait l'histoire des gros cailloux lancés dans les fenêtres des Jerzik, portant chacun une note avec ces mots. « Je vous ai dit de me laisser tranquille, c'est le dernier avertissement. » D'ordinaire, un avertissement signifie qu'on laisse à la personne le temps de changer d'attitude, mais ce temps, dans le cas de Nettie et de Wilma, avait été apparemment plus que bref. Elle s'était retrouvée au coin de la rue 2 heures après l'épisode des cailloux. Il lui semblait pouvoir expliquer cela, s'il le fallait absolument. Nettie avait dû se mettre dans une rage folle en trouvant son chien mort. De même, Wilma, lorsqu'elle avait constaté les dégâts en arrivant chez elle. Un seul et dernier coup de téléphone avait suffi pour mettre le feu aux poudres. L'une d'elles avait décroché, et les deux avaient disjoncté. Alan se tourna sur le côté, regrettant de ne pas être au bon vieux temps où l'on pouvait encore obtenir la liste des numéros appelés. Il se serait senti beaucoup mieux s'il avait pu confirmer l'existence d'un tel coup de fil. Admettons néanmoins qu'il ait eu lieu. Restaient les messages sur les cailloux. Voilà comment les choses ont dû se passer. Nettie s'en va de chez Polly, arrive chez elle et trouve le chien mort dans son entrée. Elle lit le billet accroché au tire-bouchon, puis elle écrit un message identique sur 15 ou 16 feuilles différentes et les met dans la poche de son manteau. Elle a aussi dû prendre un paquet d'élastiques. En arrivant chez Wilma, elle est passée dans la cour de derrière. Elle a empilé ses cailloux et a fixé les notes dessus avec les élastiques.
Elle l'a forcément fait avant le début des réjouissances. Elle aurait perdu trop de temps si elle avait dû s'arrêter de lancer ses cailloux pour attacher une feuille à chaque fois. Le massacre terminé, elle est rentrée chez elle, pour déplorer tout à son aise la mort du petit chien. Ça clochait. En vérité, ça ne tenait même pas debout. Cette hypothèse supposait un enchaînement de réflexions et d'actes qui ne collaient pas du tout avec ce qu'il savait de Nettie Cobb. Le meurtre de son mari n'avait été que l'aboutissement d'un long cycle de sévices, mais le geste lui-même avait été commis impulsivement par une femme qui n'avait plus toute sa tête. Si l'on en croyait les dossiers laissés par George Bannerman, jamais Nettie n'avait envoyé d'avertissement auparavant à Albion Cobb. Ce qui lui paraissait tenir debout, en revanche, était beaucoup plus simple. Nettie revient de chez Polly, trouve son chien massacré, prend un hachoir et fonce se trancher un bon morceau de croupe polonaise. Mais dans ce cas, qui avait cassé les fenêtres des Jersiques? Sans parler des trous d'emploi du temps que cela suppose, marmonna-t-il, roulant, agité, de l'autre côté. John Lapointe avait accompagné l'équipe du département d'enquête criminelle, qui avait passé tout son temps, le dimanche après-midi, à reconstituer les déplacements de Nettie. Elle va chez Polly avec ses lasagnes. Bon. Elle dit à Polly qu'elle envisage de passer à la nouvelle boutique Le Bazar des Rêves, en rentrant chez elle, et qu'elle a l'intention de parler avec le propriétaire, le Landgaunt, s'il s'y trouve. Polly dit que l'homme l'a invité à venir voir un objet dans l'après-midi, et Nettie est chargée de lui signaler que Polly passera probablement en dépit de ses mains qui lui font très mal. Si Nettie s'était rendue au Bazar des Rêves, si elle avait passé un certain temps à flâner ou à parler avec le nouveau propriétaire, cet homme que tout le monde avait l'air de trouver si fascinant et qu'Alan n'avait pas encore réussi à rencontrer, ça bousillait la version officielle et obligeait à envisager l'hypothèse d'un mystérieux lanceur de pierres. Mais voilà, elle ne s'était pas arrêtée au Bazar des Rêves. Le magasin avait été fermé. Gaunt avait dit à Polly, laquelle était effectivement passée dans l'après-midi, comme aux enquêteurs, qu'il ne l'avait pas revue une seule fois depuis le jour où elle avait acheté son abat-jour. Il avait passé la matinée dans son arrière-boutique à écouter de la musique classique, tout en répertoriant des objets. Si quelqu'un avait frappé, il ne l'aurait probablement pas entendu. Nettie avait donc dû rentrer directement chez elle. Ceux qui lui avaient laissé le temps de faire toutes ces choses, qui, de la vie d'Alan, ne tenaient pas debout. L'emploi du temps de Wilma Jersick était encore plus serré. Son mari avait passé le début de la matinée de dimanche à bricoler dans son sous-sol, de la menuiserie. En voyant approcher 10 heures, avait-il déclaré, il avait arrêté sa machine et était monté s'habiller pour la messe de 11 heures. Wilma était sous la douche quand il était entré dans la chambre, et Alan n'avait aucune raison de mettre en doute le témoignage du jeune veuf. Les choses avaient dû se dérouler selon ce scénario. Wilma quitte sa maison, histoire de faire un passage sous les fenêtres de Nettie, entre 9h35 et 9h40. Pete se trouve au sous-sol, occupé à fabriquer des cabanes à oiseaux ou autre chose, et ne sait même pas qu'elle est partie. Wilma arrive 5 minutes plus tard devant la maison de Nettie, qui vient elle-même de partir chez Polly quelques minutes auparavant, et voit la porte laissée ouverte. Pour elle, c'est une invitation irrésistible. Elle se gare, entre, tue le chien, écrit impulsivement le mot et repart. Aucun des voisins ne se souvient d'avoir vu la petite Hugo d'un jaune criard. C'est embêtant, mais ça ne prouve rien. La plupart étaient partis, soit à la messe, soit en visite chez des parents, soit en balade. Wilma revient chez elle, monte au premier pendant que Pete arrête sa ponceuse ou sa scie sauteuse et se déshabille. Lorsque Pete entre dans la chambre, avec l'intention de commencer par se laver les mains avant d'enfiler costume et cravate, Wilma vient tout juste de passer sous la douche. Elle est même probablement encore sèche au moins d'un côté. Dans tout ce bazar, le fait que Pete ait trouvé sa femme sous la douche est le seul qui tienne debout. Le tire-bouchon est peut-être une arme mortelle contre un petit chien. Mortelle, mais courte. Elle a dû vouloir laver les traces de sang qu'elle pouvait avoir sur les mains et les bras. Wilma manque Nettie de peu au début, et son mari la manque de peu à la fin. Était-ce possible? Oui, il s'en fallait d'un cheveu, mais c'était possible. Alors laisse tomber, vieux, et dors. Mais il n'y arrivait pas. Ça le tracassait. Ça le tracassait même beaucoup. Il se remit sur le dos. Il entendit l'horloge au rez-de-chaussée égrener doucement 4 coups. Cela ne menait nulle part. Mais il ne parvenait pas à penser à autre chose. Il essaya d'imaginer Nettie écrivant patiemment sur sa table de cuisine « C'est le dernier avertissement !» 15 ou 16 fois, à quelques mètres du cadavre de son chien adoré. Impossible, en dépit de tous ses efforts. Ce qu'il avait tout d'abord pris pour une porte dans le mur du jardin lui paraissait n'être maintenant qu'une habile peinture en trompe-l'œil.
Le mur restait intact. Nettie s'était-elle rendue chez les Jerzik, sur Willow Street, pour y briser les vitres? Il l'ignorait, mais il savait que Nettie Cobb bénéficiait d'un certain intérêt à Castle Rock. Elle était la cinglée qui avait tué son mari et passé toutes ses années à Juniper Hill. Les rares fois où elle s'était écartée de ses habitudes, on le remarquait. Quelqu'un l'aurait vue, partant à grands pas ce dimanche matin, marmonnant peut-être pour elle-même, et très certainement en larmes. Alan se promit d'aller dès le lendemain frapper aux portes des maisons situées sur l'itinéraire et de poser la question. Le sommeil commença enfin à le gagner. L'image qu'il emporta avec lui était celle d'un tas de cailloux enrobés d'une feuille de papier. Et il songea de nouveau. Mais si Nettie ne les a pas lancés, qui l'a fait? Alors que les petites heures du matin n'avaient pas encore laissé la place à l'aube et que commençait une nouvelle et passionnante semaine, un jeune homme du nom de Ricky Bissonnette émergea de la haie qui entourait le presbytère baptiste. À l'intérieur de cet édifice, aussi impeccable qu'une bonbonnière, le révérend William Rose dormait du sommeil du juste et du vertueux. Ricky avait 19 ans, toutes ses dents, mais quelques cases en moins. Il travaillait à la station-service Sunoco, dont il avait assuré la fermeture plusieurs heures auparavant, et avait traîné assez tard, ou assez tôt, au bureau, pour choisir le moment opportun de faire sa petite blague au révérend Rose. Vendredi dernier, Ricky était passé devant la nouvelle boutique. Il avait engagé la conversation avec le propriétaire, un vieux marrant. De fil en aiguille, Ricky s'était retrouvé en train de confier à M. Gaunt son désir le plus profond et le plus secret. Il avait mentionné le nom d'une jeune actrice, d'une très jeune actrice, et déclarait qu'il donnerait à peu près n'importe quoi pour des photos d'elle en petite tenue, en très petite tenue. « Je crois que j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser », lui avait répondu le Lord Gaunt, qui jeta un coup d'œil dans le magasin pour vérifier qu'ils y étaient bien seuls, et alla retourner le panneau « Fermé » côté rue. Il revint derrière sa caisse enregistreuse, fouilla sous le comptoir et en sortit une enveloppe anonyme de papier bulle. « Regardez donc celle-ci, monsieur Bissonnette, dit-il avec un clin d'œil plutôt salace. Je crois qu'elles vont vous surprendre. Peut-être même vous émerveiller. » Il aurait pu dire « vous foudroyer sur place ». Il s'agissait de l'actrice qui avait le don d'éveiller la concupiscence de Ricky. Ça ne pouvait être qu'elle, et elle était beaucoup mieux que nue. Sur certaines photos, on la voyait avec un acteur connu. Sur d'autres, elle était avec deux acteurs connus, dont l'un avait l'âge d'être son grand-père, et sur d'autres encore. Cependant, avant qu'il ait pu les voir, et il y en avait bien encore une cinquantaine, rien que des clichés 24/30 en couleur sur papier glacé, M. Gaunt les avait fait disparaître. « Mais c'est... » dit Ricky en avalant sa salive, et il mentionna un nom bien connu des lecteurs de journaux à potins et des spectateurs d'émissions à potins. « Oh non !» protesta le Lord Gaunt, tandis que son œil de jade proclamait exactement le contraire. « Je suis sûr que ça ne peut pas être elle. Mais la ressemblance est extraordinaire, non ? En dehors du contenu sexuel, la fille n'a certainement pas plus de 17 ans, qui qu'elle soit. Mais je peux tout de même me laisser convaincre de les vendre. La fièvre que j'ai dans le sang n'est pas la malaria, mais celle du commerce. Alors, on marchande ?» Ils marchandèrent. Pour $36, Ricky acheta les 72 photos pornographiques. Pour $36, et cette petite blague. Il traversa la pelouse du presbytère au pas de course, courbé en deux, et fit halte un instant dans l'ombre du porche, pour s'assurer qu'on ne l'avait pas vu, avant d'escalader les marches. Il sortit de sa poche un Bristol blanc, et le glissa dans la boîte aux lettres, prenant la précaution de retenir le rabat pour l'empêcher de claquer. Puis il bondit par-dessus la balustrade et retraversa la pelouse. Il avait de grands projets pour les 2 ou 3 heures suivantes de ce lundi matin. Y étaient inclus 72 photos et un gros tube de vaseline. Le Bristol tomba en voltant comme un papillon sur le tapis élimé du vestibule. Le message disait « Alors comment ça va, espèce de vieux rat crevé de Baptiste ? On t'écrit pour te dire que t'as intérêt à arrêter de dire des conneries sur notre nuit casino. On veut juste s'amuser un peu, et on ne voit pas en quoi ça te porte tort. Nous sommes un groupe de catholiques loyaux, qui en a marre de tes conneries Baptiste. On sait bien que vous n'êtes qu'une bande de lécheurs de cons de toute façon. Maintenant fais bien attention à ça, révérend Willy la moutardonnée.
Si tu ne sors pas très vite ton pif de tête de nœud de nos affaires, on va tellement te couvrir de merde, toi et tes trous du cul de paroissien, que tu vas puer pour le reste de ta vie. Laisse-nous tranquille, espèce de crétin drap crevé de Baptiste, sinon tu le regretteras, vieux salopard. Simple avertissement de la part des bons catholiques de Castle Rock. Le révérend Rose découvrit le mot lorsqu'il descendit en robe de chambre pour ramasser son courrier. Inutile de décrire sa réaction. On n'a aucune peine à l'imaginer. Le Landgaunt, debout les mains derrière le dos, regardait Castle Rock depuis la fenêtre de l'appartement situé au-dessus du bazar des rêves. Cet appartement aurait fait hausser plus d'un sourcil en ville, car il ne contenait rien, absolument rien. Pas de lit, pas le moindre appareil, pas même une chaise. Les placards ouverts étaient vides. Quelques moutons de poussière glissaient sur un parquet neuf de tout tapis, dans le léger courant d'air qui parcourait les pièces à hauteur des chevilles. Le seul et unique élément d'ameublement était constitué par les rideaux bonne femme à carreaux qui pendaient aux fenêtres. Le seul qui importait, car on pouvait le voir de la rue. La ville dormait. Les boutiques étaient plongées dans l'obscurité, les maisons aussi. L'unique signe de vie était le feu orange qui, à l'intersection de Main Street et de Watermill, clignotait paresseusement. Le Landgaunt jetait sur la ville un œil plein d'une tendresse gourmande. Elle n'était pas encore à lui, mais il n'y en avait plus pour longtemps. Il avait déjà une patte posée dessus. Il ne le savait pas, mais n'allait pas tarder à l'apprendre. La grande inauguration s'était très bien déroulée, à la perfection même. Le Landgaunt se voyait en électricien de l'âme humaine. Dans une petite ville comme Castle Rock, tous les fusibles étaient sagement alignés dans leur boîte. Ne restait qu'à ouvrir celle-ci et à entrecroiser les branchements. On couplait une Wilma Jersic à une Nettie Cobb par le biais de 2 autres fusibles, ceux d'un gamin du nom de Brian Rusk et d'un ivrogne comme Hugh Priest, disons. On interconnectait sur ce principe un Buster Keaton à un Norris Ridgwick, un Frank Jewett à un George Nelson, une Sally Radcliffe à un Lester Pratt. À un moment donné, on testait ce fabuleux nouveau réseau pour être sûr qu'il fonctionnait parfaitement, comme Gaunt l'avait fait aujourd'hui. Après quoi, on envoyait une décharge de temps en temps pour maintenir l'attention et l'intérêt. Mais surtout, on le laissait en l'état jusqu'à ce que tout soit en place. Alors, on envoyait la sauce. Toute la sauce. En un seul coup. Cela n'exigeait qu'une chose, une bonne compréhension de la nature humaine et... C'est évidemment une question d'offre et de demande, dit le Landgaunt à voix haute, songeur, tout en contemplant la ville endormie. Mais pourquoi, au fait? Eh bien, parce que, comme ça. Les gens pensaient toujours en termes d'âme. Certes, il avait prévu d'en emporter le plus possible avant de fermer boutique. Pour le Landgaunt, elles étaient comme des trophées de chasse ou de pêche, fauves empaillés, poissons naturalisés. Elles ne valaient pas grand-chose pour lui, à toute fin pratique, et il pouvait bien dire le contraire, il en pigeait autant qu'arriver à en contenir sa carnassière. Sinon, il n'aurait pas joué le jeu. Mais c'était le plaisir de jouer, et non le fait de gagner qui le faisait continuer. Ça l'amusait. Au bout d'un temps, c'était la seule raison qui comptait, car avec l'accumulation des années, on se divertissait comme on pouvait. Le Landgaunt changea de position et croisa les mains, ses mains qui révulsaient ceux qui avaient le malheur de sentir leur contact crépitant, devant lui, serrant tour à tour la droite dans la gauche et la gauche dans la droite. Il avait des ongles longs, épais et jaunâtres, effilés aussi. Au bout d'un moment, ils entaillèrent la chair de ses paumes. Il en coula un sang épais, d'un rouge tirant sur le noir. Dans son sommeil, Brian Rusk cria. Mira Evans se porta la main entre ses cuisses et se mit à se masturber furieusement. Dans son rêve, le King lui faisait l'amour. Danforth Keaton rêva qu'il gisait au milieu de la dernière longueur du champ de course de Lewiston et se cacha le visage lorsqu'il vit les chevaux foncer sur lui. Sally Radcliffe rêva qu'elle ouvrait la portière de la Mustang de Lester Pratt et découvrait qu'elle était pleine de serpents. Hugh Priest se réveilla à ses propres hurlements, tandis qu'il rêvait que Henry Beaufort, le barman du Mellow Tiger, versait de l'essence à briquet sur sa queue de renard avant d'y mettre le feu.
Everett Frankel, l'assistant du docteur Van Allen, rêva qu'il portait à ses lèvres sa nouvelle pipe, et s'apercevait alors que l'embout, transformé en lame de rasoir, lui avait coupé la langue. Polly Chalmers se gémit doucement, et quelque chose à l'intérieur de l'amulette d'argent se mit à bouger avec un bruit râpeux d'ailettes poussiéreuses. Un parfum subtil, poudreux s'en dégagea, chargé d'un faible arôme de violette. Les mains de Gaunt se détendirent lentement. Un sourire joyeux et d'une insurpassable laideur découvrit ses grandes dents de guingois. Les cauchemars s'évanouirent et les dormeurs retrouvèrent un sommeil paisible. Pour le moment. Le soleil allait bientôt se lever. Une nouvelle journée allait commencer, avec ses surprises et ses miracles. Le moment était venu, croyait-il, de se trouver un assistant. Un assistant qui ne serait d'ailleurs pas immunisé contre le processus qu'il avait enclenché. Seigneur, non. Ça lui aurait gâché tout le plaisir. Le Landgaunt de sa fenêtre contemplait la ville qui s'étendait à ses pieds, sans défense, dans ses délicieuses ténèbres.